J'ai commencé le basket en 97, plutôt 98, donc en 5e. Mon frère jouait au basket, il y avait des inter-classes, voilà, en jouant des classes. Donc j'ai vu que c'était sympa. Grâce à Carmelo Anthony, je joue avec un bandeau. Ça a toujours été le cas. Le fait aussi d'être dans un milieu d'hommes, voilà, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sport, à m'immiscer dans un milieu d'hommes dans l'informatique. Si tu veux jouer dur avec moi, je vais devoir jouer dur avec toi. Donc on revient à nouveau avec Apple pour la deuxième partie. Merci Apple déjà pour ton premier partage, c'était super intéressant. Je pense qu'on aurait pu encore rester très longtemps dessus. On a parlé de ton parcours. On a parlé du fait que tu es devenu salarié à auto-entrepreneur. Tu as même eu les deux à un moment donné, que tu es basketteuse. Juste pour savoir, tu as commencé le basket quand ? À quel âge ? J'ai commencé le basket en 97, plutôt 98, donc en 5e. 5e, c'est donc quoi ? J'avais c'est 12 ans. Cadet à l'époque, maintenant on parle en U15, U16, Oui, mais à l'époque j'avais 12 ans parce que j'étais 12 pas ans. en France, Okay. donc je connais juste l'année à laquelle j'ai commencé. Okay. Parce que mon frère était en terminale à l'époque et mon frère a commencé à se mettre à jouer au basket. On s'est retrouvés dans le même établissement parce qu'il n'y a pas de séparation lycée-collège. Au Cameroun, par exemple, les collèges, c'est des lycées privés. Donc, on était dans le même collège, dans le même lycée privé. Donc, de la 6e à la terminale, tout le monde est là. C'est juste que les bâtiments qui ne sont pas... les bâtiments qui ne sont pas agencés pareil. Les 6e ne sont pas à côté des bâtiments des terminales. Et mon frère jouait au basket. Il y avait des inter-classes, voilà, en jouant des classes. Donc, j'ai vu que c'était sympa. J'ai vu que c'était moins salissant parce que je faisais du foot. Je fais historiquement du foot. J'en fais toujours. Foot. T'es arrivé au basket et donc c'était moins salissant, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui te plaisait au basket ? Et les outfits. Ok. Oui, c'était les vêtements. D'accord. On pouvait s'habiller de manière assez sympa. Donc moi, à l'époque, je regardais Iverson et Carmelo Anthony. Donc j'avais des longs shorts et j'avais pas forcément des bras, enfin c'est je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Des brassières. Des brassières, oui, des grandes. Bon, j'ai une petite. Coudières. Des coudières, exactement. Maintenant, j'ai un bandeau comme les tennisman, le côté poignet, mais j'ai toujours joué grâce à Carmelo Anthony. Je joue avec un bandeau. Ça a toujours été le cas. Ok. Comme Carmelo. Voilà, ça n'a pas changé. Donc pour l'outfit de Carmelo, pas pour son jeu. C'est ça que tu me dis là ? C'était pour son jeu. Au Nuggets à l'époque. Ok. Oui. D'accord. Donc tu as commencé à jouer. Tu as joué du coup à l'école ? Ou tu as joué à l'extérieur de l'école sur un terrain en playground ? Donc les deux. On jouait en interclasse où je jouais avec des hommes parce que c'était rare de faire une équipe de femmes. Après, au fil des années, on formait des équipes de femmes qui jouaient en interclasse. Donc il fallait quand même avoir au moins 5 personnes qui veulent jouer au basket entre midi et 14h chez les femmes dans mon collège, contre d'autres personnes qui ont réuni 5 femmes pour jouer au basket. Donc, après quelques années, on le trouvait. Et finalement, on a un coach, on a un prof de PS qui a constitué une équipe où on allait jouer à côté contre d'autres établissements. Okay. Donc, ça a commencé à être comme ça. Mais voilà, j'étais toujours au Cameroun. Et c'était ça. Je jouais vendredi, samedi, dimanche. Et pendant potentiellement les heures de sport de PS, on va dire. Ok, donc tu as joué principalement avec et contre des hommes. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté par rapport à ton jeu ? Moi, je pense, avec du recul, je faisais beaucoup ce qu'on appelle le jeu de claquettes entre jeunes. Je pense en termes de saut, de verticalité, j'ai beaucoup gagné. Tu peux expliquer ce que c'est un peu le jeu de claquettes ? Pour ceux qui connaissent pas. Donc, le jeu de claquettes, c'est un jeu... Aujourd'hui, ça se fait encore à les entraînements où on demande en fait à des femmes ou des hommes de faire une ligne et on va dire, de taper la balle sur la planche et de le faire en étant déjà en l'air. Ouais, sans toucher le sol. Sans toucher le sol. Donc, à partir du moment où je prends la balle
et que je la lance, je suis déjà en l'air. Donc, je saute avant, je réceptionne la balle en plein air, je la redonne, je la retape au même endroit en l'air. Donc, la claquette, c'était un peu ça. On faisait une sorte de ronde. On faisait des claquettes dont on fait des passes. On se faisait juste des passes. Le but, ça travaillait pas mal les abdos. Ça travaillait aussi le saut. Et c'était de faire des passes comme ça jusqu'à ce que quelqu'un il fasse une mauvaise passe et il est éliminé. Jusqu'à ce qu'on reste à 2. Et voilà, celui qui gagne, sympa, on recommence. Donc, j'ai fait beaucoup ce jeu-là quand j'étais jeune. Et après, j'avais aussi je jouais beaucoup avec les hommes. Donc, avec les hommes, j'étais beaucoup dans le shoot parce que je ne pouvais pas pénétrer tout le temps. Et quand je le faisais, je me faisais bâcher, mais ce n'était pas grave. Voilà, c'était normal pour moi. J'ai toujours trouvé ça normal, d'ailleurs, de se faire contrer. Même par une femme, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment gênée. En effet. Voilà. Moi, je dis toujours, c'est de savoir que tu t'es fait contrer, de pouvoir la reprendre pour la remettre, parce que tu as un temps d'avance sur la personne qui te contre. Et elle va pas ressauter tout le temps, elle a pas des ressorts sous les pieds. Donc, je pense que c'est ça déjà. Ensuite, le fait aussi d'être dans un milieu d'hommes, voilà, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sport, à m'immiscer dans un milieu d'hommes dans l'informatique. Et ça, pour moi, ça coulait de source. Parce que j'ai vraiment traîné en sachant qu'avant le basket, je jouais au football, devant ma maison, donc avec que des hommes. Voilà, c'était ça. J'ai fait aussi de la même chose, de la compétition. On a demandé à me sélectionner au foot et au basket quand j'étais jeune, mais mon père a dit « Non, ma fille va aller à l'école, elle va fréquenter, elle a des bonnes notes, vaut mieux que ça continue comme ça. » Donc, c'est beaucoup arrivé. Donc, vraiment, j'ai baigné dans ce milieu-là et pour moi, c'était naturel. C'était naturel d'être entouré, c'est naturel d'être challengé. Voilà. Et c'était naturel de faire du trash talk. Parce que voilà, comme tu es une femme et que tu es dans un milieu d'hommes, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, déjà, il y a des personnes qui vont réagir en dehors, qui vont dire « Elle a fait ça en tant que femme à un homme. » Et moi, je vais surenchérir. Ça plaît pas aux femmes, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, je le garde encore. Mais si je le sors pas parce que chez les femmes, ça passe moins. Chez les hommes, ça passe mieux. Est-ce que tu peux me partager un moment où tes compétences sportives t'ont particulièrement aidé dans ton parcours entrepreneurial? Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu peux citer? Moi, je dirais oui. Je dirais potentiellement tenir tête. Comme je dis, quand on essaye de te rabaisser, c'est un peu de se dire, en fait, on est dans un one-to-one. On est dans un contre un. Et le 1 contre 1, en fait, c'est de l'apprendre la manière la plus... c'est un peu de... Ce que je fais souvent, c'est quand j'arrive à cerner la personne avec qui potentiellement je suis en conflit, c'est se dire comment elle répondrait si moi je réponds de la même façon qu'elle. C'est-à-dire que si tu veux être... voilà, si tu veux aller au level 3, si tu te mets au level 3, est-ce que j'ai besoin d'aller au 4 ou d'aller au 3 ou d'aller au 2 ? Je restais avant souvent en 2. Et honnêtement, moi, je me suis dit, il faut se mettre à son niveau parce que voilà, si on est dans la même pièce, potentiellement, c'est un peu ça, on est dans la même équipe. Et si tu veux jouer dur avec moi, je vais devoir jouer dur avec toi. Et il y a une phrase qui ressort beaucoup, que quelqu'un m'a souvent dite en disant, la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte de comment ils sont passifs-agressifs si on n'est pas passif-agressif. Ils ne se rendent pas compte de comment dire, du niveau d'agressivité qu'ils ont quand on leur renvoie pas l'image qu'ils en font, quoi. Qu'ils attendent. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire ça, mais de manière avec le sourire, surtout. Tu fais la même chose avec le sourire, et c'est là que tu te rends compte que non, ça passe pas, en fait. Je dis, mais tu m'as fait la même chose aussi. Et voilà, c'est des choses comme ça. Moi, je rends. Honnêtement, je rends ce que... Voilà, si tu veux jouer, on va jouer. Et si tu veux jouer, on va jouer, c'est vraiment... J'ai vraiment mis le mot « jouer ». Parce que voilà, pour moi, ça devient un game et ça devient une confrontation. Ça devient du 1 contre 1 ou du 1 contre... Bon, je fais plus du 1 contre 1 et du 5 contre 5 que du 1 contre 3. 1 contre 3, je pense que je ne gagne pas souvent.
Mais voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Et quand je rentre vraiment dans cette confrontation-là, j'essaye de t'en servir le même niveau, on va dire, de méchanceté que tu veux me servir. Honnêtement, moi, je le fais. Moi, je suis la première à... Voilà. Donc, je dis méchanceté parce qu'en général, dans le milieu professionnel, c'est beaucoup ça. Mais voilà, c'est comme ça que je le transpose. Et voilà. Et dans le milieu sportif, bah, c'est juste la compétition. La compétition, exactement. C'est vraiment compétition. Donc, prendre vraiment les confrontations comme une compétition. Quand il n'y en a pas, moi, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment, on passe du tout... Enfin, on réussi à t'adapter en fonction de qui t'as en face. Effectivement, sur les terrains, on peut avoir soit des joueuses, des adversaires qui sont, on va dire, bienveillantes, qui jouent, qui sont là juste pour jouer, et d'autres qui sont plus agressifs que d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ça arrive. Et c'est comment on répond. Est-ce qu'on répond, en fait, de la même façon ? Ou est-ce qu'on répond en étant, OK, moi, je vais te répondre par le jeu et pas par l'agressivité. Et moi, je serai là, quoi. Exactement. Et c'est en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que tu auras souvent des gens qui veulent jouer le loup de la bergerie. Donc, comme tu donnais ton exemple dans une équipe, il y a des gens qui vont venir pour pas se prendre la tête, qui vont jouer. Mais en fait, tu as la personne qui voudra gagner et qui va devoir pousser les autres à faire exactement la même chose. Et c'est là que je dis, mais en fait, non. Si tu veux que cette personne-là aille me confronter, t'as pas à lui crier dessus pour qu'elle aille, par exemple, défendre sur moi plus dur. Toi, viens défendre sur moi plus dur. Et là, on verra. Mais tu rejettes pas la faute sur les autres. Donc, on retrouve la même chose dans le milieu professionnel. On a la personne qui va toujours taper sur quelqu'un parce qu'elle va pas y aller d'elle-même, clairement. Donc, toujours trouver, on va dire, sa brebis galeuse ou son bouc émissaire, la personne à qui taper. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile. Plutôt que, au lieu de t'en prendre à lui, viens, en fait, c'est contre nous. Et dans le sens positif, c'est vraiment ce truc d'esprit d'équipe. On est simple. On est 5. On a un système. S'il y a quelqu'un qui fait une erreur, c'est pas grave, on va corriger, mais on va pas corriger en lui criant sur le terrain. On va pas dire non, mais on va le faire, on va dire en comité restreint. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu as parlé de méthodologie dans le domaine du travail pour pouvoir faire ces choses. Donc, ce qu'on fait en général dans le sport, où on se retrouve dans le vestiaire en disant « les filles, ça va pas, il faut que vous... » Voilà. Ou potentiellement, on va sur le banc, je ne suis pas d'accord, oui, machin. Voilà, sans forcément montrer une atmosphère un peu de confrontation, voilà, des choses comme ça. On peut murmurer, mais voilà, pas que ça s'entende non plus, pas que que tout le public comprenne qu'on est désespéré ou quoi que ce soit. Donc garder un peu sur soi, gérer ses problèmes un petit peu en interne. Et dans le travail, il y a des méthodes pour ça. On fait des rétrospectives, on essaye de dire ce qui va pas. Voilà, on commence par ce qui va, après on met un petit peu ce qui va pas. On fait la technique du sandwich. Donc c'est des choses qui peuvent se faire, que je fais, mais voilà, le milieu vraiment de rester toujours ce socle de on est ensemble, on est 5 dans une équipe de basket, on doit y arriver à 5. S'il y a des gens, et les niveaux vont pas forcément être les mêmes, mais chacun doit comprendre qu'il a une contribution à faire en fonction de son niveau. Et pas forcément, c'est les plus forts. Si les plus forts sont pas là, on est dans la merde. Ça va peut-être être le cas, certes, mais il faut pas que ce soit tellement flagrant dans une équipe de se dire, en fait, si les gens qui sont plus forts sont pas là, on va forcément perdre. Non, c'est juste, ça va être plus difficile. Donc, on va faire, ça va peut-être plus difficile. Il faut aussi se dire ça. Et ça, j'essaye de transposer vraiment dans le travail où on a cette approche il faut juste savoir qui sait faire quoi. Et si tu peux pas faire ça, c'est pas grave. Parce que ce que tu dois savoir faire, fais juste le bien. Et si tu le fais bien, il faut que ce soit mis en avant. Comment tu arrives, en fait, parce que là, tu l'as dit, tu as dit qu'il peut y avoir des problématiques, en fait, au niveau du travail, avec les collègues, quelqu'un qui sort un peu du collectif, qui veut le faire un peu tout seul. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso? Je passe un peu sur un autre sujet, mais comment tu arrives à faire ça? Qu'est-ce qui te permet d'équilibrer le tout? Donc, depuis mon expérience qui avait affecté ma vie professionnelle et personnelle, celle de 2020, il y a 5 ans, je me suis promis déjà de ne pas le refaire. Franchement, je ne m'attendais pas à le vivre. Donc, pour quelqu'un qui, je dirais, qu'il n'a jamais vécu dans tout ce qui est vie pro, vie perso, en termes de relationnel,
faut vraiment déjà se dire, les personnes du travail, c'est des personnes du travail. C'est pas des potes. Donc, s'il y a quelque chose à régler, il faut le régler assez rapidement. Il ne faut pas prendre sur soi, parce que des fois, ton pote peut te blesser. Et en fait, comme c'est ton pote, tu laisses couler. Tu te dis, bon, peut-être il n'a pas voulu le faire là. Et voilà. Sauf que dans le milieu du travail, c'est pas trop différent. Le cas. Oui, c'est complètement différent. Donc, moi, je dirais séparation déjà. Ce qui on est en présentiel. C'est très bien d'aller boire un verre à la fin, mais voilà, il ne faut pas non plus s'étaler, il ne faut pas tout raconter ta vie, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions par rapport à ça. On en parle, il y a des gens qui veulent savoir où tu es allé le week-end pour estimer un peu ton niveau de vie, qui vont essayer d'estimer ton salaire. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Ils vont se dire, si elle aime ces genres d'endroits, elle peut se le payer, combien elle est payée. Donc, c'est vraiment des choses. Moi, préserver, en fait. Moi, je suis passée de jeudi, parce que j'aime beaucoup parler de moi aussi, à je ne vais pas beaucoup parler de moi, je vais poser beaucoup de questions aux autres, et essayer de détourner dès qu'il y a un truc sur moi, pas le faire. Ouais. Par contre, c'est avec les potes, je vais raconter ma vie pendant longtemps, il n'y a pas de problème. Et ils vont me dire, oh, c'est bon. Et je vais même limite oublier de leur poser des questions. Mais là, du coup, c'est quelque chose qu'il faut désamorcer. Si on est en télétravail, quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai travaillé 4 ans en télétravail, donc pour le Covid, et le client que j'ai trouvé ensuite pendant 3 ans. En télétravail, il faut vraiment commencer par le basique. Séparation physique de là où on travaille et de là où on dort. On ne travaille pas dans la chambre. Pourquoi ? Déjà parce que ce ne sera pas adapté, on aura mal au dos quelques temps après ou quelques mêmes années après. On se dira, mais c'est pas normal, je fais du sport, pourquoi j'ai mal au dos ? Bah non, en fait, c'était la posture qui n'était pas bonne et ça a juste alterné beaucoup de muscles ou beaucoup d'os dans le corps. Certains disent bouger toutes les 2 heures, honnêtement, vaut mieux. Ouais. Donc, non, il ne faut pas prendre un tapis de marche parce qu'on veut marcher et travailler. Non, on travaille ou on marche. Voilà. Et voilà. Et on est multitâche. On est multitâche, on peut. Donc, oui, donc ça, je déconseille. Mais je déconseille de se dire, en fait, vraiment, quand je mange pas parce que je coupe. Donc, je ferme mon ordinateur, je fais autre chose, je mange et après, je repars. Donc, se préserver déjà des éventuels conflits qu'on peut rencontrer au niveau du professionnel pour bien séparer professionnel et personnel. Ce que tu dis aussi, c'est séparer aussi, à un moment quand on fait des vraies pauses, on prend le temps en fait de se ressourcer en sortant un peu, en fermant son PC complètement et en ayant des moments de qualité peut-être avec son entourage aussi. Donc, donc et c'est des dernier bons tips. point... il y en a un dernier. Oui, le dernier point, c'est plus l'organisation du jour. Quand on est en télétravail, il faut vraiment se dire, savoir qu'on va arrêter à un moment et se mettre des petites tâches. Donc, c'est vraiment une liste de tâches où on met le plus important en début de journée et le moins important en fin de journée. Pour pouvoir se dire, là, je peux arrêter. Parce que ce n'est pas si important que ça, et au pire, si je ne l'ai pas fait, etc. Par contre, si un point important se glisse en fin de journée, il va falloir le redécouper pour avoir sa petite victoire de fin de journée, pour se dire, c'est pas grave, on traitera les plus gros sujets demain matin. Mais il y a quand même cette petite victoire d'avoir désamorcé quelque chose, même si on ne peut pas le traiter dans la journée, se dire, on va le découper quand même et essayer d'arrêter dans l'étape de victoire, les petites victoires de fin de journée, il faut vraiment se le faire. Sinon, on continue et on a ce piège de « c'est pas grave, je vais continuer, j'ai pas le transport. C'est pas grave, je vais continuer, il y a déjà à manger, ou je vais commander, et j'aurai pas à aller chercher. Je vais juste descendre prendre mon Uber Eats, pour ceux qui n'ont pas cuisiné, ou aller me faire à manger, ou prendre ce que les proches ont déjà préparé. Et on reste, et au final, ça devient... finalement, je vais juste finir ça, et après aller dormir. Alors, dis-moi, attends, ta liste, parce que j'ai eu cette discussion avec Kevin, d'ailleurs, un petit salut. Ta liste, il y a combien de choses à faire dans ta liste ? Est-ce que tu limites en termes de nombre de choses à faire, ou pas ? Non, je fais un peu la technique de taille des t-shirts, comme le fait dans certaines méthodologies dans le développement informatique, dans les projets informatiques, on va dire. Donc, en taille de t-shirt. Donc, du coup, j'ai du XL, du L, du M, du S. Voilà. Toujours fini par un M ou un S.
Ouais. Toujours commencer par un XL. Si j'ai un XL en fin de journée, il faut qu'il devienne plusieurs M ou plusieurs S. Voilà, et c'est comme ça que je fais. Donc, je dis, bon, en fait, il y a du XXL, mais bon, le XXL devient 2XL. Voilà, c'est ça. Ou un XL plus un L. Donc, voilà, c'est un peu ça. Okay. Donc, le but, c'est vraiment de se dire ça. Donc, moi, je ne prendrais pas... on a aussi ce qu'on appelle dans les méthodes Scrum, tout ça, des points de complexité. Les points de complexité, c'est on évalue en fait la vélocité que tu auras au travail à faire tes tâches dans un temps donné. Des fois, c'est 1 semaine, des fois, c'est 2, des fois, c'est 3. Donc, toi, il faut faire exactement la même chose à la journée. À la journée, tu ne prends pas 2 XL. Ouais. Clairement. Donc, s'il y a un XL qui intervient alors que tu es déjà sur un XL, même si tu l'as découpé en M, S, c'était un XL. Ouais. Donc, il faut te dire... Il faut savoir communiquer sur le fait que tu as dû traiter des choses. Et après, on te dit, s'il a une priorité supérieure, OK, mais il a une priorité supérieure à traiter quand ? Aujourd'hui, il y aura des exceptions où tu vas devoir traiter 2 XL et tu vas finir à 20h. Mais il ne faut vraiment pas le perpétuer. Ouais. Pas prendre 2 XL dans la même journée, déjà. Et déjà, là, c'est déjà pas mal. Je ne connaissais pas cette méthode des t-shirts et franchement, j'aime bien. Il y en a qui disent, en fait, quand tu as un XL ou un L, en fait, effectivement, tu le découpes en petites tâches pour que ce soit moins complexe ou que tu sois plus motivé à le faire. Parce que quand tu as un XL, L, tu n'as pas envie de le faire des fois. Ouais. Et là, toi, tu parlais du travail, mais on peut parler, en fait, des actions, des projets, en fait, qu'on a dans notre propre vie si on tous les jours. procrastine trop. Voilà, exactement. Mais je te suis et puis on va s'arrêter sur cet bon exemple. Je te remercie. Puis on se retrouve sur la 3e partie. Merci.